Le Maroc peut-il lutter contre la radicalisation par la religion elle-même? C'est la thèse d'un rapport qui analyse un modèle unique dans le monde musulman. Pour en parler, Alexandre Négreux, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous, auteur de cette étude. Alors, votre rapport présente le modèle religieux marocain comme une réponse originale à la radicalisation. Qu'est-ce qui le distingue concrètement des approches sécuritaires classiques? Eh bien, précisément, c'est cette approche-là qui fait la part belle à la doctrine. C'est-à-dire que ce qui nous a intéressé dans cette étude, ce qui nous a cheminé vers celle-ci, c'est la réponse doctrinale à une crise qui est doctrinale. C'est-à-dire qu'on a tendance, dans la communauté stratégique française notamment, d'analyser la situation au Sahel sous le prisme sécuritaire. Oui. Or, en réalité, il y a un problème doctrinal de fond avec des questions religieuses extrêmement importantes, des traditions locales à préserver, à défendre face à des influences notamment wahhabites et en provenance des États du Golfe. Et en fait, c'est tout ce travail-là qu'articule le Royaume du Maroc et qu'on a étudié précisément. Alors, vous évoquez la commanderie des croyants comme clé de voûte du système marocain, c'est-à-dire En fait, c'est le roi Mohamed VI qui a le titre d'Amir al-Mouminin. Et en fait, c'est la pierre angulaire du dispositif. C'est ce qui confère une légitimité pour réguler le champ religieux de l'intérieur, contrairement à d'autres modèles qui régulent d'un point de vue politique de l'extérieur, ce qui, de facto, crée une difficulté, alors que la légitimité religieuse et même historique du roi lui permet de réguler ce champ avec une capacité d'arbitrage, si vous voulez, y compris les questions les plus sensibles. Et c'est ce qui fait de ce modèle un modèle unique par rapport à d'autres modèles dans la région et même plus largement dans le monde. Alors vous évoquez aussi le triptyque malikisme, akharisme, soufisme. En quoi cette architecture religieuse constitue-t-elle un rapport contre ces discours extrémistes? Justement, c'est précisément parce qu'en fait, le Maroc propose quelque chose, selon nous, dans cette étude, que personne d'autre ne propose, c'est-à-dire une alternative religieuse qui est structurée dans les traditions, dans les mêmes traditions que les pays sahéliens, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, qui ont comme tradition le malikisme et le soufisme. Et le malikisme promeut une jurisprudence, comment dirais-je, flexible. L'acharisme fait la part belle à la raison par rapport à des lectures très littéralistes. Et puis le soufisme, lui, occupe l'espace qui est celui comment dirais-je, de la raison, mais aussi de la liberté de conscience. Et c'est quand même une dimension qui est extrêmement importante. Et ce triptyque malikisme, akharisme, soufisme, c'est ce qui fait la singularité du modèle et c'est sur quoi repose aussi ce modèle pour agir à la fois dans la régulation du champ religieux de l'intérieur, mais aussi pour exporter le modèle vers l'extérieur, mais sans l'imposer, si vous voulez, dans le respect de traditions locales. Pourtant, Alexandre Négreux, plusieurs auteurs ou complices des attentats qui ont frappé la France ou encore la Belgique étaient issus de la diaspora marocaine. N'est-ce pas donc une limite à votre démonstration? En fait, si vous voulez, il y a effectivement plusieurs limites. Bon, de toute façon, la question du djihadisme et du terrorisme, en général, c'est un phénomène qui malheureusement concerne des ressortissants du monde entier. On a aussi eu l'occasion de le documenter à de nombreuses reprises, hormis ce rapport. Il y a des limites, et notamment dans le rapport, ce qu'on met en avant, c'est la limite liée au numérique. C'est-à-dire qu'il y a des cyberprédicateurs de plus en plus nombreux qui interviennent via des plateformes numériques, avec la viralité que l'on connaît sur certains réseaux sociaux. Et le modèle religieux marocain tel qu'on l'a étudié, il a été conçu dans une dimension très physique, dirais-je, alors qu'aujourd'hui, avec l'explosion du champ numérique, il y a un décalage qui apparaît dans cette régulation et c'est l'une des recommandations que l'on formule, c'est d'avoir une capacité de régulation, y compris sur le volet numérique. Le Maroc forme aujourd'hui des imams, vous le disiez, venus de nombreux pays africains et européens. Est-ce que ça veut dire qu'on assiste à l'émergence d'une véritable diplomatie religieuse marocaine? Si vous voulez, de toute façon, toute action étrangère a toujours une dimension stratégique. Mais si vous voulez, nous, ce qu'on a étudié dans l'étude,
on s'est focalisé sur tout le volet institutionnel, parce qu'il y a vraiment une architecture institutionnelle autour du modèle religieux marocain. Et l'Institut Mohamed VI, pour la formation des imams, est extrêmement déterminant, puisqu'il y a une formation de plusieurs centaines et milliers d'imams à travers le monde, dans plus de 30 pays. Et justement, sur la base du respect des traditions locales, c'est-à-dire que les imams formés vont rentrer dans leur pays, non pas avec un discours marocain à promouvoir, mais vraiment avec des traditions locales de leur propre pays, de l'héritage qui est le leur. Et donc ça, c'est effectivement une dimension très intéressante. Il y a un chiffre qui n'est pas si anecdotique que ça, c'est que... Rapidement, s'il vous plaît, il nous reste quelques secondes. L'Institut Mohamed VI abrite une mosquée de 20 000 m². Dans ces 20 000 m², il y a évidemment une salle de prière, mais il y a aussi des salles de classe. Et ça, c'est extrêmement déterminant, parce que ça prouve qu'il y a aussi une formation, le volet formation. Merci Alexandre Négreux, auteur du rapport « Le modèle religieux marocain, instrument de régulation face aux dynamiques contemporaines de radicalisation ». Et puis ne bougez pas, dans quelques secondes, la suite du Club Mondial 2026 avec Salah Eddine Gakou, analyse, débrief, réaction sur TV5 Monde. À tout de suite sur le Facebook Live et sur YouTube Live.